Bien, bonsoir à tous. Nous allons commencer par procéder à l'appel. Monsieur Xavier Lélé est présent. Madame Marie-Hélène Bernier. Présente. Monsieur Francius Matignon est absent. Madame Marie-Angèle Aubin. Présente. Madame Alexandra Quetel. Présente. Monsieur Maxime Dessouches. Présent. Madame Bettina Cointre. Présente. Madame Pascale Minaro. Présente. Monsieur David Blanchard. Madame Mélissa Leik. Présente. Monsieur Olivier Gréau. Présent. Monsieur Dimitri Lédé est absent et a donné procuration à Monsieur Jonas Brun. Monsieur Jonas Brun, donc. Présent. Monsieur Fabrice Quérard. Présent. Madame Micheline Jacques. Présente. Monsieur Romaric Magras est absent et a donné procuration à Madame Alexandra Quetel. Monsieur Rudy Laplace. Présent. Madame Cécile Tessier. Présente. Et donc Monsieur Silver Gréau. Présent. Bien, le quorum est atteint. Et nous allons donc pouvoir délibérer. Il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance. Est-ce que nous avons un ou une volontaire? Fabrice, c'est bon pour tout le monde? Donc Fabrice Quérard, secrétaire de séance. Vous avez dû recevoir les différentes listes habituelles, donc la liste des décisions juridictionnelles, celle des contentieux qui vous ont été envoyées par email et la liste des délibérations du CE prises entre le 28 mai et le 27 août qui vous ont, elles, été envoyées par la CABOX. Le CSCE a été saisi le 4 septembre 2025 sur cette réunion et n'a pas émis d'avis particulier. Donc nous allons commencer par l'approbation des différents PV, parce qu'il y a eu pas mal de réunions ces derniers temps, à commencer par celle du 3 juin. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, je vous propose de passer au vote. Bien. 17 pour, une abstention, donc adopté à l'unanimité. Nous passons maintenant au procès verbal du 27 juin 2028. Là aussi, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, nous pouvons passer au vote. « 17 votes pour et une abstention. Le point est adopté à l'unanimité. Le PV suivant est celui de la réunion du 30 juin. Questions, commentaires? Alors, nous passons au vote. Je me suis trompée, j'étais absente, donc j'aurais dû m'abstenir. C'est bon? Merci. Parfait, donc 16 voix pour et 2 abstentions. Le PV est adopté à l'unanimité. Et enfin, le PV du 2 août 2025. Des questions, commentaires? Alors, nous passons au vote. David? Il y a donc 13 votes pour et 5 abstentions. Donc le PV est lui aussi adopté à l'unanimité. Et donc nous arrivons au premier point de l'ordre du jour qui concerne l'installation d'un nouveau conseil territorial. Donc effectivement, comme
Vous le savez, Madame Sandra Baptiste a présenté sa démission du Conseil territorial. C'est donc l'occasion ce soir, évidemment, de la saluer et de la remercier pour son implication pendant le temps qu'elle aura passé au sein de l'Assemblée. Et comme j'ai pu lui dire, évidemment, son apport restera le bienvenu, quelle que soit la forme qu'il prend. Et donc, tout le meilleur à elle dans ses activités à venir. Et donc, départ oblige, il y a un nouvel arrivant. Et donc, ce soir, nous accueillons Silver Gréau qui nous rejoint. Donc, je ne sais pas, Silver, si tu veux dire quelques mots. Je vais prendre la parole juste avant Silver. Déjà, Silver, je voulais te dire quelques mots. Tu sais, la politique, ce n'est pas une carrière, c'est un choix du cœur. C'est décider de donner son énergie, ses idées et son temps à nos habitants, à notre île et à notre avenir. Silver, ton arrivée renforce notre action et je sais que tu partages cette volonté, celle de servir Saint-Barth avec sincérité et détermination. Au nom de notre groupe, je tiens donc à te souhaiter la bienvenue parmi nous. Merci Alexandra. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, chers auditeurs, aujourd'hui c'est avec honneur que je prends place au sein du Conseil territorial. Je mesure pleinement l'importance de la mission qui m'est confiée, ainsi que de l'ampleur du travail déjà accompli par les élus, et celui qu'il reste encore à réaliser. Depuis plusieurs mois, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec Saint-Barth d'abord sur les différents dossiers en cours. Je tiens à vous assurer de ma détermination à m'investir pleinement pour améliorer la vie des habitants de notre île. Merci. Merci Silver. Et donc je précise qu'après, on reprendra une délibération certainement en octobre sur l'accès aux différentes commissions. Mais évidemment, j'invite les présidents de commission à accueillir Silver indépendamment de cette délibération qui viendra pour qu'il puisse travailler dans de bonnes conditions avec nous tous. Et donc je vous propose juste de voter pour acter cette arrivée et cette nouveauté au sein du Conseil. Donc, 18 votes pour, adopté à l'unanimité, donc officiellement bienvenue Silver. Le point suivant concerne la modification du Code de l'accès au travail des étrangers de Saint-Barthélemy. Donc, comme vous le savez, c'est sur ce code que la collectivité s'appuie, et le Conseil exécutif notamment, pour traiter les différents dossiers de main-d'œuvre étrangère qui arrivent au service, afin de pouvoir donner accès aux personnes étrangères qui souhaitent travailler sur Saint-Barthélemy. C'est un sujet qui n'est pas toujours simple, compte tenu de la configuration de l'île et des équilibres économiques, on va dire, que nous avons sur le territoire. Néanmoins, là, un des objectifs principaux était de pouvoir se caler et de se coordonner avec la préfecture, qui, elle, émet les titres de séjour, alors que nous émettons les titres de travail pour éviter qu'il y ait des périodes de carence ou des périodes où les uns et les autres se renvoient la balle sur les autorisations. Donc il y a une série d'amendements qui ont été proposés sur ce point. Micheline, je vois que tu lèves la main, donc je te passe la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Bienvenue à Silver parmi nous, et aussi merci à Sandra pour tout ce qu'elle a donné ces derniers temps au sein de l'équipe Saint-Barth d'abord. Alors oui, je voulais intervenir sur ce point parce que j'ai pas mal travaillé depuis 2 ou 3 jours sur ce code d'accès au travail des étrangers qui prévoit que le CE reste une liste des métiers en tension. Pour autant, on n'a pas la définition d'un métier en tension. Sur quelle base peut-on créer la liste de ces métiers en tension? Quelle est aussi la finalité du code? Cette liste devrait s'appuyer sur des outils de mesure qui n'ont très certainement pas été mis en place. Et si je considère que le marché de recrutement, c'est un marché local et le marché européen, certaines compétences ne peuvent être recouvrées dans l'île ou même en Europe. Parfois aussi, vous avez des entreprises qui ont des besoins de recruter des métiers qui nécessitent une grande technicité. J'en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Si on considère que le marché du BTP n'est pas un marché, un secteur en tension, mais un métier spécifique auquel la collectivité fait souvent appel, qui est le métier de tailleur de pierre, on peut bien considérer que c'est un métier en tension, mais jusqu'à combien de tailleurs de pierre?
Il y a aussi des étrangers qui sont installés dans l'île, qui ont parfois des liens familiaux, qui sont logés, puisque le logement, c'est aussi la pierre angulaire de l'attention sur le marché du travail. Donc, il n'y a pas de principe pour l'instant, il n'y a pas de principe arrêté. Et je pense que le code devrait être vraiment réécrit en ce sens. Je suis allée rechercher le code de la Polynésie et en comparant les deux codes, effectivement, il y a des lacunes, il y a des points qui ont été récupérés dans le code de la Polynésie, mais il manque un certain nombre d'articulations. Donc, c'est la raison pour laquelle je propose au président et à l'ensemble de l'Assemblée de reporter ce point au prochain Conseil territorial, parce que sinon, enfin moi personnellement, je ne pourrais pas voter ce document tel qu'il est écrit et même amendé. J'ai vu les différents amendements déposés par Maxime, mais on est en train de poser de la rustine sur quelque chose qui, à mon sens, n'est pas tout à fait solide. Voilà, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Maxime. Je suis un peu d'accord avec Micheline sur le fait qu'effectivement, c'est un code qui est sorti déjà il y a pas mal de temps et qui nécessite certainement d'être revu, je dirais, dans son ensemble. Simplement, à l'heure actuelle, vous avez pu voir les amendements qui ont été proposés par notre groupe sont des amendements essentiellement rédactionnels qui n'ont pas vraiment, je dirais, d'impact, entre guillemets, mais qui permettent d'alléger quand même et de corriger un certain nombre de choses et des incohérences, y compris d'ailleurs dans la proposition qui est faite aujourd'hui. Effectivement, après, on peut, je dirais, réfléchir à voir qu'est-ce qu'on veut changer, parce que le code doit pouvoir traduire une volonté politique aussi dans un processus aujourd'hui d'intégration des étrangers. À quel niveau, comment? On a à la fois la compétence qui nous est donnée de par la loi organique. Nous avons la possibilité de mettre en place des règles. Est-ce que ces règles sont suffisamment bien adaptées? Et je pense qu'avec le recul que l'on a maintenant sur le traitement des dossiers, où on voit effectivement les problèmes qui sont les plus récurrents, je dirais d'une manière générale, en 2007, lorsqu'on a mis en place la SEM, on avait justement pour vocation de mettre une espèce de correspondance entre les besoins des entreprises et la disponibilité sur place des gens qui sont résidents pour pouvoir trouver un travail sur place, plutôt que de faire venir du monde de l'extérieur, que ce soit des nationaux, des européens ou des internationaux, avec effectivement la problématique du logement. Juste un petit mot sur le logement, justement, avec un retour sur les dossiers qu'on a vus, où on a vu quand même énormément de dossiers dont les caractéristiques de logement qui étaient offerts aux personnes étrangères est scandaleuse. Je le dis ici publiquement. Et beaucoup de dossiers ont été refusés sur cette base. C'est important. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ce que nous, on voit au niveau de la main-d'œuvre étrangère en matière de conditions de logement, malheureusement, on ne voit pas ce qui se passe au point de vue emploi en dehors, justement, de la main-d'œuvre étrangère. Donc, il y a, pour moi, c'est une espèce d'échantillonnage qui est fait, qui montre qu'il y a des réels problèmes au niveau du logement. Je rappelle quand même qu'il y a un code de la construction d'habitation qui oblige à avoir certaines caractéristiques en ce qui concerne les logements décents. Notamment, on doit avoir une chambre qui fasse au moins 9 mètres carrés. Et je pense que là aussi, pour ceux qui nous écoutent, de vérifier effectivement que vos conditions de logement correspondent à ce que dit la loi et que si vous avez des questions, je vous engage à vous rapprocher de la collectivité pour rappeler quelles sont aujourd'hui les règles applicables en matière de logement sur l'île. Maintenant, je pense qu'on peut quand même procéder à l'étude des amendements qui, encore une fois, n'ont pas vocation à régler tous les problèmes, mais permettront déjà à court terme de régler les problèmes, je dirais, de lecture du code et de cohérence entre les articles. Moi, personnellement, je n'ai pas de sujet à ce qu'on puisse le reporter s'il y a un besoin, même s'il y a quand même pas mal de concertation sur ce texte avec notamment la SEM, notamment France Travail et là, la commission et les services qui ont travaillé dessus. Bon, là, en l'occurrence, nous avons un conseil qui devrait se tenir le 23 octobre. Je n'ai pas de souci à ce qu'on reporte de quelques semaines. Par contre, voilà, s'il y a des modifications, des propositions à faire, il faudra les faire plutôt rapidement parce que la date limite pour poser un texte pour ce conseil de tête doit être vers le 10 octobre. Donc voilà, ça vous laisse 15 jours, 3 semaines. Il n'y a pas de souci, il n'y aura pas forcément beaucoup de dossiers MOE de toute façon qui devront être traités d'ici là. Donc moi, ça me va qu'on reporte, mais voilà. Regardez ça assez rapidement et
Je laisse voir Marie-Angèle. Je voulais juste rajouter qu'effectivement, le code existe depuis 2019. Il a été modifié en 2022, puis en 2023. Et aujourd'hui, on découvre que ce code n'a plus de fonction, en fait. Déjà, si les élus qui sont dans cette commission venaient pour travailler, peut-être qu'on pourrait avancer plus rapidement sur ce code. Souvent, on se retrouve à 2 personnes sur 6. Donc, il y a un moment, bougez-vous et venez travailler sur ce code. Voilà. Et en ce qui concerne les modifications qui ont été apportées, on a travaillé en concertation avec la SEM, avec France Travail, avec les agents, avec le cabinet du président. Je veux dire quand même, il y a eu du travail derrière. Maintenant, voilà. Maintenant, il y a des amendements qui sont proposés. À vous de voir si vous voulez les voter ou pas. Dire qu'il n'y a pas de tension sur le marché du travail aujourd'hui, c'est totalement faux. Et je peux vous dire que si des entreprises nous sont à l'écoute, il y a des tensions sur le marché du travail. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de tension. J'ai dit quelle était la définition de métier en tension. Deuxièmement, en 2023, nous nous sommes abstenus, enfin en ce qui me concernait le groupe Saint-Marc, d'abord c'était abstenu sur le vote parce qu'on considérait déjà qu'il y avait des difficultés. Certes, c'est vrai, peut-être qu'il aurait fallu travailler un peu plus, mais là, je suis déjà, enfin pas dans l'obligation, j'ai décidé de retirer un de mes amendements parce que je n'ai pas pu le travailler avec Sia qui est en vacances. Je ne lui reproche pas, hein, elle a le droit de prendre ses vacances, mais c'est vrai qu'on travaille un petit peu à tâtons et finalement, je me suis dit que ça ne vaut pas le coup de travailler de cette manière et je suis tout à fait partante et je comprends qu'il faut travailler, mais après de dire que les élus ne travaillent pas, ça je laisse à chacun le soin de le prendre comme il l'entend. Messieurs, dames, juste à main levée, qui est favorable à reporter le point. Donc à la majorité, on reporte le point au mois prochain. Et donc, comme je l'ai dit, par contre, il ne reste pas beaucoup de temps pour travailler et faire les propositions, sachant qu'encore une fois, ça ne sera pas non plus des modifications qui vont tout repenser ce texte, parce que toutes les consultations, et forcément en 15 jours ou 3 semaines, on n'aura pas le temps d'aller reconsulter et la SEM et France Travail, etc. Donc c'est quand même un texte qui a été discuté. Donc OK pour le retravailler à la marge et pour éviter d'avoir trop d'amendements posés. Mais donc il faudra que ce travail soit rapide et efficace. Donc pour Silver, ça peut être une première mission. Comme je vois que Marie-Angèle est en recherche de monde pour travailler le sujet. On te sollicitera. Pourquoi pas. Le point suivant, du coup, concerne la modification du règlement de service de l'assainissement collectif et notamment la majoration de la redevance pour non-conformité du branchement. Donc, comme vous le savez, hein, sur Gustavia, les constructions doivent se raccorder et se brancher au système d'assainissement collectif. Et donc, forcément, quand on ne se raccorde pas, il y a des amendes. Et c'est notamment une des choses qui est proposée aujourd'hui, c'est de revoir ces majorations pour être un petit peu plus sévère, parce que certains continuent de traîner un peu la patte. Mais je te propose, Rudy, d'en dire plus. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Oui, donc l'objectif, c'est d'encourager un peu plus fortement ces personnes, ces professionnels à respecter la réglementation et à faire les travaux nécessaires pour éviter les problématiques suivantes. Parce que pour expliquer un peu le contexte, la SOR en charge d'exploitation du réseau d'assainissement collectif à Gustavia rencontre pas mal de difficultés liées à des branchements non conformes et à des rejets interdits dans le réseau. Ces problèmes perturbent le fonctionnement de la station d'épuration qui est déjà en contrainte, notamment lors de fortes pluies en raison de l'arrivée d'eau claire parasite. En effet, des installations comme des gouttières, trop plein de citernes ou piscines sont parfois raccordées au réseau, alors que celui-ci est strictement séparatif et destiné uniquement aux eaux usées domestiques. Par ailleurs, certaines activités professionnelles, restaurants, blanchisseries, rejettent des eaux usées non domestiques sans autorisation ni équipement de pré-traitement, ce qui nuit aussi au bon fonctionnement du réseau et de la station. Afin d'encourager la mise en conformité des branchements, il est proposé d'instaurer une majoration progressive de la redevance d'assainissement collectif
pouvant aller jusqu'à 400% selon le délai de régularisation. Donc le principe, c'est 100% après le délai réglementaire initial, puis 200% après 12 mois supplémentaires, 300% après 24 mois et 400% après 36 mois. Le principe, c'est que cette majoration, la majoration ne sera pas impliquée si les travaux de mise en conformité sont réalisés dans les délais, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Peut-être juste en précision aussi, il est prévu que le délégataire, donc qui aujourd'hui la SOR, et qui a la charge d'assainissement collectif, puisse recouvrer ces majorations. Oui, ça c'est ce qui fait que le principe est assez simple et donc ce recouvrement devrait se faire sans trop de problèmes et on pourra tout de suite attaquer le portefeuille de ceux qui ne font pas le nécessaire, ce qui va les encourager peut-être à accélérer la démarche. Est-ce que les choses sont claires pour tout le monde? Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Donc je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Oui, juste pour préciser, vous avez reçu un email, mais sur ces délibérations, il faut une majorité absolue, donc de 10 votes, pour que ce soit adopté. Il y en a plusieurs comme ça dans la soirée. Parfait, donc 18 voix pour. Le point est adopté à l'unanimité. Le point numéro 4 concerne la modification, cette fois, du règlement territorial de l'action sociale par l'ajout d'une clause sur la participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée autonomie, donc qui permettra qu'il n'y ait pas de reste à charge pour les personnes bénéficiant de l'APA à domicile. Cécile, est-ce que tu veux nous en dire plus ? Oui, je vais être assez brève. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, l'APA, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle est destinée à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes âgées, à domicile ou en établissement. Elle est attribuée sur la base d'un plan d'aide et comporte une participation financière du bénéficiaire, un reste à charge, calculé selon ses ressources. Seulement, les coûts d'accompagnement à domicile augmentent. Donc, le versement de l'APA au niveau national pour les prestataires est de 24,58 €, alors que le coût au niveau local est pour l'instant de 27 €. Donc, cela leur crée un écart de 2,42 € et augmente progressivement le reste à charge des bénéficiaires. Actuellement, 3 personnes sont concernées sur l'île. À noter qu'une nouvelle évolution est à prévoir, passant à 28,60 € au niveau local, soit un écart de 4,02 €, ce qui équivaut pour les 3 personnes à charge à 663,30 € mensuels pour les 3 personnes. Donc, une nouvelle clause est proposée ce jour avec l'ajout au règlement territorial de l'action sociale d'un chapitre sur l'exonération du reste à charge qui aura pour principe d'exonérer totalement la participation des bénéficiaires d'APA à domicile lorsqu'un service autonome à domicile agréé intervient. La participation qui aurait dû être payée par le bénéficiaire serait directement réglée par la collectivité au prestataire sur présentation de factures signées par le bénéficiaire ou de son aidant. Cette exonération permettra une meilleure accessibilité de l'aide à domicile, permettant de favoriser le maintien à domicile plutôt qu'une entrée en EHPAD, quand on sait qu'on n'a pas énormément de place en EHPAD aussi. Donc voilà. Parfait, ça me semble assez clair et explicite. Effectivement, si nous pouvons mieux accompagner, comme tu dis, aujourd'hui il n'y a pas forcément beaucoup de personnes, mais on sait que les chiffres vont forcément augmenter. Donc c'est bien d'anticiper, et même si ce n'est pas beaucoup de personnes, de pouvoir accompagner. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Micheline? Merci, Président. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faille prendre en charge le grand âge. D'ailleurs, une loi du 8 avril 2024 a été votée à la suite des problèmes de maltraitance et d'isolement des personnes âgées. Donc, pour aider les gens, oui, il faut mettre un service d'aide à domicile, qui est de 4 ans, puisque j'ai eu Madame Di Natale hier qui m'a dit qu'il y avait 4 personnes. Mais
je trouve que cette délibération dans l'aide n'est pas encadrée et cela peut créer, on n'a pas de vision sur le long terme, on ne sait pas dans quelle politique publique elle s'inscrit d'une manière plus globale, puisque oui, c'est maintenir les personnes à domicile, mais qu'est-ce qu'on prévoit aussi pour remplir l'isolement, qu'est-ce qu'on prévoit pour de l'accompagnement, qu'est-ce qui est mis en place. Et on sait très bien qu'à Saint-Barthélemy, travailler à 28 € de l'heure, il y a des entreprises qui ont mis la clé sous la porte parce qu'elles n'avaient pas suffisamment de taux horaire et de travail pour pouvoir embaucher un certain nombre de personnes. Donc c'est un métier, certes, qu'il faut valoriser, mais pour le moins, il faudrait, à mon sens, l'encadrer pour éviter les dérives. Je ne sais pas comment sera aussi contrôlé, puisque c'est la présentation d'une facture mensuelle et d'un justificatif qui sera facturé par le bénéficiaire ou l'aidant familial. Donc, est-ce que le service Action sociale a les moyens aussi de vérifier? Parce qu'il y a aussi, pas spécifiquement à Saint-Barthélemy, mais on note aussi un certain nombre de dérives qui a fait dont la fraude aux actions sociales est devenue monnaie courante ailleurs. Je ne dis pas que ce sera le cas à Saint-Barthélemy, mais il faut quand même malgré tout mieux encadrer cette action, à mon sens. Bon, je n'ai pas déposé d'amendement parce que j'estime qu'il fallait aussi laisser la chance aux autres de parler, avoir l'avis, mais le débat est ouvert sur ce qu'il y a à faire et comment après, dans le futur, amender cette décision. Pour ce qui est du contrôle, il est effectivement mis en place. Madame Dinatal, accompagnée de Monsieur Delas, faisait les contrôles. Ils ont tout bien contrôlé. Elle suit très bien les dossiers. Donc, pour l'instant, je pense qu'on peut faire confiance aux travailleurs sociaux et à la directrice qui font très bien leur job. Et juste de précision, l'APA elle-même est cadrée. Donc ça vient en complément. Donc ce sont des personnes qui sont déjà dans un cadre qui vont tenir ce complément. La deuxième chose, c'est que c'est aussi destiné à des personnes qui travaillent avec des sociétés agréées. Et donc forcément, cet agrément, il va avec un ensemble d'obligations des entreprises. Donc il y a quand même ces deux... J'entends qu'il faut peut-être penser et revoir certaines choses, mais il y a quand même d'ores et déjà deux garde-fous assez précis, même si je pense qu'il restera du travail à faire, et notamment sur les critères d'accès à cette aide, où voilà, il y a peut-être des choses à revoir, notamment pour prendre en compte les frais, des fois, qui ne sont pas pris en compte. On ne prend en compte que les recettes. Donc il restera forcément du travail à faire, et ça pourra revenir, mais il y a quand même un cadre et une sécurité autour de ce qui est proposé. Est-ce qu'il y avait... Pour avoir rencontré, je ne vais pas rentrer dans les détails et les discussions d'une certaine société qui travaille à Saint-Barthélemy, mais il y avait des problèmes aussi de désaccord sur des taux horaires, des prises en charge de la distance d'un domicile à l'autre. Bon, c'est pour toutes ces raisons, c'est toutes ces raisons qui m'inquiètent et qui me font vous alerter. Après, chacun décidera en son âme et conscience. Non, mais on est au courant, on en a parlé en commission d'affaires sociales, on était un certain nombre d'élus. Les gens sont contrôlés. Et la personne, pour garder son agrément, doit se plier aux règles, sinon elle n'aura pas son agrément. Elle est vraiment contrôlée, je te rassure. Après, il faut savoir qu'il y a des personnes âgées qui ont des petites retraites quand même, donc on ne peut pas les laisser comme ça non plus. Mais il y a vraiment un contrôle qui est mis en place, je vous assure. Au niveau de l'APA, oui, tout est encadré. Et concernant la tarification, il y a une réflexion au niveau national. Je sais que Amandine a fait une réunion très récemment, justement sur l'idée que chaque département puisse mettre en place sa tarification en fonction de la région et en fonction du niveau de vie. Expérimentation qui est en cours dans plusieurs départements. En fait, je pensais que l'objectif aussi était de la mettre en place ici.
pour l'instant, on n'en a pas parlé, mais pourquoi pas, enfin, on est ouvert à tout, mais on n'en a pas parlé, en tout cas en commission. Mais on sera vigilant, t'inquiète. Rudy, tu voulais intervenir? Oui, mais je pense que Marie-Angèle a apporté les clarifications. Enfin, moi, c'était pas bien clair le cadrage. En fait, ce que je comprends bien, c'est l'APA qui cadre les choses, parce que mon inquiétude, c'était qu'on n'ait pas un prestataire qui monte son taux horaire, par exemple, à 50 €, voilà, il faut voir qu'il y a un cadrage, et qu'il n'y ait pas de dérive aussi que des personnes prennent ces aides et qu'elles fassent d'autres choses, hein, les courses, d'autres travaux pour la maison, garder les enfants, et aussi définir l'accès, en fait, c'est-à-dire que si quelqu'un a suffisamment de revenus, il n'a pas forcément besoin de cette aide. Donc, ce n'est pas bien clair pour moi, ce cadrage-là. J'avais l'impression que c'était pour tout le monde, là. Et je comprends que les personnes qui sont dans le besoin, c'est bien de pouvoir les aider parce que c'est compliqué pour elles, et c'est mieux qu'elles puissent rester chez elles. Mais effectivement, je n'avais pas bien compris le cadrage, en fait, c'était pas bien clair pour moi. L'aide de base est déjà elle-même soumise à des conditions, et en particulier des critères de ressources et de revenus. Et à la limite, c'est presque trop restrictif des fois, parce qu'on se rend compte quand on rentre dans le détail que certaines personnes devraient pouvoir bénéficier et n'en bénéficient pas. Donc il y a quand même un vrai cadre, c'est pas pour tout le monde. On a fait le tour des questions. Alors je vous propose de passer au vote. Adopté à l'unanimité avec 18 voix pour. Le 5e point à l'ordre du jour concerne la modification de la réglementation relative à la procédure de classement et du renouvellement de classement des hôtels. Donc ça fait aussi partie des points pour information qui nécessiteront une majorité absolue, donc de 10 votes. Mélissa, je te passe la parole directement pour expliquer un petit peu les différentes modifications qui sont prévues. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc, après la révision en 2020 par le Conseil territorial, il a été adopté la participation financière des établissements et introduit la dématérialisation via Atout France. Il est aujourd'hui nécessaire de mettre à jour ce cadre pour qu'il reste adapté aux besoins de nos hôteliers et à l'image de notre territoire. Les principaux ajustements portent sur la simplification de la procédure, avec un renvoi direct au référentiel Atout France en rigueur, le maintien d'une période unique de dépôt des demandes, garantissant efficacité et mutualisation des évaluations, le renforcement des conditions de conformité, paiement des taxes, respect de l'assainissement qui était déjà en vigueur, contrôle aléatoire, et une clarification des procédures de radiation, modification, abrogation du classement. Lors de nos travaux en commission, nous avons aussi évoqué la possibilité d'une classification propre à Saint-Barthélemy. La réflexion est amorcée et nous allons travailler sur ce point-là au niveau de la commission des affaires économiques. Merci Mélissa. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ce point? Alors s'il n'y en a pas, je vous propose de passer directement au vote. Pardon, Pascal. Oui, merci. En fait, je tenais quand même à souligner que Atout France, par rapport aux critères de l'hôtellerie qu'on trouve à Saint-Barth, n'est pas tout à fait adéquat aux spécificités de l'île. On en a déjà parlé plusieurs fois. Donc ça, c'est une chose. Donc mon avis est très mitigé vis-à-vis du classement d'Atout France. Et la deuxième chose, je voudrais savoir où est-ce qu'on en est avec le label, parce qu'on en a parlé l'année dernière, de notre propre classification. Il y a eu des études qui ont été faites pour le label et depuis pas mal de temps, on n'a pas trop de nouvelles et de retours à ce sujet. Donc, merci. Effectivement, et c'est bien pour ça qu'il a été proposé cette classification propre. Effectivement, au niveau du label, cela fait partie en fait de ce label. Aujourd'hui, on est dans l'attente de la stratégie, de plan stratégique au niveau du territoire. Tu le sais, on a été dans pas mal de réunions quand tu étais présidente au niveau du CTTSB. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore l'adhésion. Ils veulent la vision, en fait, les acteurs socioprofessionnels veulent la vision touristique de l'île.
ce que Alexandra et le CTTSB sont en train de travailler sur le sujet. Donc voilà, le label est fait. En fonction de la vision et de la stratégie touristique, il sera amélioré pour pouvoir être mis en place. Ok, merci. Justement, concernant la vision, j'ai fait un email à tous les élus, la vision touristique de notre île. Ça serait peut-être intéressant que tous les élus participent à ce genre de travail, et pas simplement les élus du CTTSB. C'est une orientation politique, une stratégie politique en termes de tourisme, et je pense qu'un travail peut être fait en profondeur si on arrive à se mettre tous d'accord sur nos orientations politiques en termes de tourisme. Merci Pascal, c'est justement le but de la réunion qu'on a eue la semaine dernière. Donc la première phase, c'était déjà de présenter le fait qu'il fallait un plan stratégique pour le territoire. Et comme j'ai pu vous le dire lors de la réunion, ça va nécessiter que les élus, tous autour de cette table, se mettent d'accord sur une stratégie commune. Je suis certaine que nous voulons tous aller dans la même direction. Maintenant, c'est comment y arriver. Et ça passera à travers cette stratégie. Donc tous les élus seront conviés à toutes les discussions, comme je l'ai évoqué. Donc il n'y a pas juste un travail au sein du CTTSB. Maintenant, il faut bien amorcer les choses. Donc ça a débuté par le CTTSB. On s'est dit à la dernière réunion qu'on se reverrait au mois de novembre pour entamer les travaux sur le plan stratégique. De toute façon, pour qu'une vision puisse naître, il faut une adhésion politique. C'est la base. Donc ça passera par ça, je te rassure. Alors je suis entièrement d'accord et j'invite tous les élus à participer à ce genre de réunion. Parce que si on arrive au CT avec des propositions et qu'en fait elles soient complètement refusées parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur notre stratégie, on n'avancera pas. Donc à un moment, il faut que tout le monde s'assoie autour d'une table, la fameuse table, et qu'on puisse dire ce qu'on veut exactement. Du coup, je vais me permettre de reprendre les points que j'avais... Enfin, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des incompréhensions, donc je vais reprendre les points. La première phase consiste à un diagnostic, à des discussions et une phase d'écoute avec tous les élus de tous les groupes, et des élus en particulier aussi à des rendez-vous en 1 à 1. Ensuite, il y a une deuxième phase, après le diagnostic, d'avoir un comparatif, c'est-à-dire en termes de destination, comment Saint-Barth se positionne aussi par rapport aux autres destinations dans le monde. Et la deuxième phase, ce n'est pas qu'une phase politique, il y a aussi une phase de concertation auprès de la population et des professionnels du tourisme, parce qu'il faut avoir une volonté politique, mais derrière, il faut aussi avoir la capacité de réaliser ces objectifs. Et ça, il n'y a que les personnes qui sont sur le terrain, dans leur métier, qui peuvent nous le dire. Et c'est la deuxième phase qui consiste aux assises du tourisme. Donc là, c'est une phase qui est ouverte aussi à la population, parce qu'aujourd'hui, le tourisme, c'est le moteur de l'île, mais on a aussi besoin d'une adhésion de la population. Et après, une fois qu'on a fait des tables rondes, qu'on s'est mis d'accord sur des objectifs qu'on aura actés tous ensemble en concertation, on aura une liste de recommandations, de fiches d'action pour pouvoir développer et aller dans cette direction pour cette vision qu'on a pour la destination. Donc, à aucun moment, Pascal, il n'y aura une décision prise sans que tu puisses être informé en amont. Je ne parle pas de moi personnellement, je parle de tous les élus, on est d'accord. Tous les élus, comme la réunion de la semaine dernière, tous les élus étaient conviés. Juste, ils n'étaient pas nombreux. Oui, après, c'est une volonté. On était combien la semaine dernière, du coup? Je crois qu'il a manqué 4 élus. Il y avait 3 élus qui ont été excusés et sinon, il y en a 2 qui, malheureusement, n'étaient pas là. Il y avait quand même une belle majorité à la dernière réunion. Parfait, merci pour toutes ces précisions. Maxime. Oui, je pense que le classement peut être intéressant, mais il faut quand même remettre le classement dans son contexte temporel. C'est le classement des hôteliers comme existait déjà avant, depuis 1986. Il a été modifié donc en 2009 avec la loi Novelli, justement, qui a créé Atout France et ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui, clairement, c'est un peu dépassé, puisqu'aujourd'hui, la plupart du temps, les classements des hôtels sont faits sur les réseaux sociaux, sur des appréciations, sur des Instagram. Et aujourd'hui, c'est ce que recherche le client, c'est effectivement de s'assurer que là où il va en avoir pour son argent. Donc, ce n'est pas quelque chose aujourd'hui qui est super important à mon avis. Nous, on ne va pas voter contre parce que c'est déjà là. Mais clairement, pour nous, c'est quelque chose qui ne présente pas le même intérêt que l'immédiateté que demande aujourd'hui la clientèle et sur laquelle on a besoin de s'adapter. C'est clairement aussi plus une volonté des hôtels aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre à cette demande parce que c'est un label Atout France et un classement qui a
un aspect international, donc c'est juste ça, mais effectivement, il y a bien d'autres points et bien d'autres éléments localement à gérer, même si les choses ont quand même été améliorées par le passé, hein, parce qu'au début du classement hôtelier, on a quand même dû intervenir à l'époque avec la commission de l'action touristique, je crois de mémoire qu'il s'appelait, parce qu'on avait rencontré des dysfonctionnements et il y avait des hôtels qui s'apprêtaient à être classés avec des qualités qui ne correspondaient pas du tout. Ces choses ont quand même été revues avec aujourd'hui une vraie anonymisation des démarches et des contrôles qui sont faits, avec des apports qui ont aussi été faits par la collectivité, notamment sur le contrôle de l'assainissement, et ce qui est efficace, parce que ça nous a permis de travailler avec un établissement quand on avait un problème d'assainissement. Et donc c'est aussi un poids aujourd'hui pour la collectivité sur certaines démarches. Et c'est en ce sens que le classement Atout France garde un intérêt, même si on est bien d'accord qu'en tant que client, ce n'est pas une vérité absolue. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Alors, je vous propose de passer au vote. Parfait, donc avec 10 voix pour et 8 abstentions, le point est adopté. Et nous pouvons passer au suivant, qui concerne l'approbation et autorisation au président à signer l'acte de jumelage entre la collectivité de Saint-Barthélemy et l'île de Saint-Thomas. Donc pour ceux qui ont participé ou écouté le discours du 24 août, hein, comme je l'ai annoncé, ça fait un temps certain que nous discutons de l'opportunité d'officialiser ce lien historique que nous avons avec l'île de Saint-Thomas. Et donc ces derniers temps, les contacts ont pu être pris, notamment grâce à l'aide de Madame Deliraud, consul honoraire des îles Vierges, avec le gouverneur de Saint-Thomas, et qui a évidemment répondu très favorablement à cette proposition. Et donc le texte permettra ce soir que les deux territoires puissent signer cet acte de jumelage, avec l'intention évidemment de faire vivre notre histoire commune et de rapprocher aussi nos écoles, de rapprocher nos associations et de pouvoir partager. Donc voilà un petit peu les différents éléments de ce projet qui avait été annoncé il y a quelques semaines. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires ou des questions à apporter sur le sujet. Micheline? Je trouve que c'est une excellente idée, d'une part de par ce côté historique, mais aussi dans le cadre de la coopération régionale. Nous habitons dans un bassin multiculturel et multilinguistique, et souvent, d'où les projets de bilinguisme à l'école, et comme je l'avais dit aussi le 24 août, c'est peut-être une formidable opportunité de travailler sur des projets de coopération et d'échange pédagogique avec des enseignants de Saint-Thomas et inversement. Ce matin, dans le cadre des travaux de la délégation sur la coopération régionale, ce point a été évoqué avec l'ambassadeur de France de la zone Caraïbe qui est basée à Castries, et il se réjouissait de voir que déjà 3 pays de la Caraïbe, pays indépendants, souhaitaient intégrer et développer la francophonie. Donc ce serait vrai, c'est une formidable, pour nous, c'est une formidable opportunité qui s'offre à nous. Donc je suis bien évidemment extrêmement favorable. Merci pour ces éléments, Micheline. Bettina? Bonsoir. Donc, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est vrai que c'est un projet qui avait été évoqué déjà depuis un an avec Madame Odile Deliraud. Comme tout le monde le sait, Saint-Barth et Saint-Thomas sont liés historiquement. On a de nombreuses familles de l'île qui ont vu soit leur père, leur frère partir travailler à Saint-Thomas. Certaines familles sont restées, se sont implantées là-bas, et il y a une vraie communauté qui s'est construite. Et donc les échanges se sont poursuivis entre nos deux îles. Et donc cette mise en place de ce jumelage va permettre d'officialiser ce lien et de le faire vivre de manière encore plus forte. Lors du 24 août, j'ai pu échanger avec le représentant du gouverneur, donc, qui était très enthousiaste que ce jumelage puisse se mettre en place. Et nous avons échangé
évoquer les domaines d'échange comme l'éducation, la culture, l'environnement, l'économie et le sport. Et donc ce jumelage va permettre de mettre en valeur une étape importante de l'histoire de notre île et de renforcer les liens entre nos deux îles. Merci Bettina. Et je le précise, on l'a déjà dit, mais évidemment pour faire vivre ce jumelage derrière, il y aura certainement besoin d'une association un petit peu dans le même principe que l'ASBAS aujourd'hui fait vivre le jumelage avec Pitéo. Et donc si les contacts et les échanges se font déjà avec un certain nombre de personnes, j'invite tous les auditeurs qui seraient intéressés pour participer et être partie prenante sur ce projet à ne pas hésiter à se rapprocher de la collectivité pour être mis en relation. Pas d'autres questions ou commentaires ? Alors, nous pouvons passer au vote. Adopté à l'unanimité avec 18 voix pour. Le point suivant, qui semble être attendu, si j'en crois l'assistance dans la salle, concerne la mise à disposition de terrains pour l'installation temporaire d'équipements d'EDF dans le cadre du renouvellement des moteurs de la centrale de Public. Donc voilà, c'est un euphémisme de dire qu'il y a besoin de faire des travaux à EDF et pour la qualité de l'usine et pour la capacité de production et voilà la capacité à garantir à toute l'île un accès à l'énergie qui soit régulier et correct. Donc du travail est en cours depuis un temps certain et c'est encore accentué ces dernières semaines avec EDF notamment. Reconstruire une usine, évidemment, ça demande de la place et donc c'est pour ça que dans les travaux, il y a besoin d'une installation d'usine temporaire pour pouvoir ensuite démonter l'usine actuelle ou en tout cas les moteurs qui seraient remplacés et pouvoir avancer sur les travaux. Maintenant, comme vous le savez, Saint-Barth n'est pas non plus extensible. La zone de Public en particulier est pour le moins contrainte et l'espace disponible sur le terrain d'EDF l'est encore plus. Et c'est donc pour ça qu'il a été demandé à la collectivité de pouvoir aider et de mettre à disposition des terrains. Un terrain pour pouvoir mettre cette fameuse usine temporaire et un terrain pour délocaliser les parties administratives, on va dire, et d'accueil du bâtiment et de ce qui se fait chez EDF aujourd'hui. Donc c'est le sens de la délibération qui vous est proposée aujourd'hui, qui proposerait d'une part de mettre les parties administratives sur le terrain d'Anse-des-Cailles de manière temporaire, là où nous avons un projet aujourd'hui qui avance de construction, et donc un espace serait réservé sur ce terrain. Et d'autre part, de manière temporaire, de pouvoir libérer la partie particulière de l'usine Paprec, qui aujourd'hui reçoit les déchets ménagers, pour y installer cette usine temporaire et délocaliser l'usine des particules de Paprec sur Saint-Jean le temps des travaux. Voilà en gros l'organisation qui est prévue. Donc je sais qu'il y a des amendements qui ont été déposés. Je ne sais pas si vous voulez les présenter tout de suite ou si vous voulez, il y en a d'autres qui veulent échanger. La parole est à vous. Bettina. Oui, bonsoir. Donc l'amendement qui est proposé ce soir consiste à ne pas abroger l'article 1, de ne pas abroger la délibération du Conseil territorial du 8 mars 2023. Donc l'idée n'est pas de relancer la discussion ou le débat sur l'emplacement de l'hôpital, mais juste de ne pas fermer cette porte et de laisser cette possibilité en n'abrogeant pas cette délibération, et donc de compléter l'article 2 de la délibération du 6 mars 2023 en rajoutant: pendant la durée du chantier nécessaire au changement des moteurs de production électrique de Public, une partie de la déchetterie ouverte au public pourra être installée sur la surface nécessaire au bon fonctionnement du service. Donc voilà, donc ça permet juste d'aller dans le même sens que ce qui est proposé sans pour autant abroger la délibération. Peut-être juste, Micheline, autant faire les deux amendements en même temps, comme ils sont sur la même thématique. Exactement, c'est ce que j'allais vous proposer. Alors, je suis un peu dans le même sens que Bettina, mais j'ai déposé deux amendements distincts. Le premier qui concerne supprimer l'article 1, donc qui permet à la délibération de ne pas être abrogée pour deux raisons.
La première, et principalement, c'est que transférer les terrains de Saint-Jean ne sont pas considérés dans une zone industrielle, mais dans une zone commerciale. Or, dès lors que vous transformez, bien évidemment, ce sont des déchets, mais qui sont transformés pour produire de l'énergie d'une part ou pour être reconditionnés, cela vient à dire que c'est une chaîne industrielle qui se crée. Et je propose un deuxième amendement qui concerne l'article 2. Et cet article 2 précise que le Conseil territorial met à la disposition du délégataire du service public, c'est-à-dire la société Paprec, un terrain dans la zone industrielle de public qui permet le transfert de la déchetterie particulier qui est actuellement implantée sur la parcelle AK 154 dans un autre lieu. Pour l'instant, nous avons des discussions qui sont en cours et on ne se ferme pas de porte inutilement. Voilà, c'est le sens des deux délibérations. Donc je proposerai, si Bettina est d'accord, de retirer son amendement au profit de mes deux amendements. Non, on va voter les amendements, on verra après. Certains vont dans le même sens, mais il y a une nuance quand même. Ce que je peux vous proposer, c'est de sous-amender ton amendement, Bettina, simplement en rajoutant sur l'article qui dit que la déchetterie serait bougée sur le terrain, que la collectivité se réserve le droit de proposer un autre terrain dès lors qu'il y aurait une opportunité qui se présente et que voilà, il n'y ait pas besoin, parce qu'en fait, concrètement, hein, la délibération de ce soir, elle est avant tout pour rassurer EDF qui veut voir que la collectivité a bien un emplacement qui est disponible et acte le fait que l'usine temporaire pourrait être mise sur le site aujourd'hui de Paprec. Donc le point premier, c'est d'acter que ça ne sera plus à Paprec. Après, effectivement, voilà, pour avoir quelque chose qui soit plus ouvert et ne pas se fermer de porte et ne pas avoir à repasser par un vote du Conseil, si ça va à tout le monde, moi je propose voilà, de rajouter cette phrase sur l'amendement de Bettina. Oui. Vous permettez, j'aimerais juste faire remarquer que dès lors qu'on va installer la construction de cette usine EDF, on en a pour plusieurs années, 7 voire 10 ans maximum, ce qui signifie que vous bloquez toute construction d'hôpital. Si vous souhaitez le mettre à Saint-Jean, vous les bloquez pour 7 à 10 ans. Mais c'est tout. Je veux juste attirer votre attention sur ce sujet. Après, libre à chacun de délibérer en pleine connaissance de cause. Maxime. Oui, d'abord, je voudrais corriger quand même un concept. Ce n'est pas un site industriel, puisque c'est un site uniquement de collecte de déchets. Si c'était le cas, ça veut dire que chaque fois qu'il y a des poubelles qui sont mises, comme à Grandfond ou ailleurs, on pourrait considérer dans ces cas-là qu'on est sur un site industriel. Là, c'est juste collecter les déchets qui ont été envoyés vers un site industriel, ce qui n'est pas la même chose. Je pense que la proposition actuelle est une proposition qui est raisonnable. D'abord, je pense que EDF est parfaitement au courant de l'implication de la collectivité pour trouver des solutions, puisque je rappelle quand même que les solutions de déménager Paprec pour pouvoir mettre en place les 25 MW de production temporaire qui sont nécessaires est d'abord un effort qui a été fait par la collectivité, le fait de convaincre aussi Paprec pour pouvoir le faire, et tout le monde a bien joué le jeu pour trouver effectivement des solutions. On sait qu'on est sur un territoire qui est extrêmement contraint. Je dirais que EDF a loupé, mais ce n'est pas leur faute parce que ça vient de plus haut, la possibilité d'utiliser un autre terrain qu'on avait trouvé juste à côté, qui aurait permis certainement de pouvoir faire avancer le chantier. Mais là aussi, je dirais la nonchalance de l'État et du ministère donc de l'Énergie a fait qu'on a loupé cette opportunité. Donc là encore, on se retrouve à trouver des solutions pour pouvoir faire avancer les choses. Je rappelle que c'est une installation qui est de toute façon extrêmement temporaire. Comme vous savez, il y a 2 parcelles qui sont extrêmement grandes, donc elles seront mises dans un endroit, enfin la partie collecte des déchets se fera de façon à gêner le moins possible l'environnement, et encore une fois, il n'y aura pas de problème, comme j'ai pu l'entendre, de problème d'odeur, de rats, de ceci, de cela, puisque quand les bennes sont pleines, en matière de déchets ménagers, elles sont immédiatement emmenées à Paprec, qui va pouvoir les traiter. Donc la solution qui est proposée à l'heure actuelle permet de montrer une fois de plus l'implication de la collectivité en matière d'énergie alors qu'elle n'a aucune obligation, je le rappelle.
Nous le faisons parce que nous le faisons pour le bien de la population, et si on ne le fait pas, pas grand-chose qui avancerait à l'heure actuelle. J'ai passé beaucoup de temps moi-même à essayer de trouver des solutions pour EDF, sauf qu'il n'y a jamais eu de matérialisation d'engagement de leur part. Encore une fois, ce n'est pas entièrement de leur faute, parce que malheureusement, ils dépendent de la DGEC et du ministère des Finances, et comme on le sait, celui qui paye l'orchestre choisit la musique. Donc à l'heure actuelle, je pense qu'une fois de plus, nous montrons notre bonne volonté à aider dans ce qui est important en matière de changement des moteurs qui ont parfois plus de 40 ans. Là aussi, il y a eu quand même un grand retard qui a été fait. Je sais par tous les agents qui travaillent sur les moteurs la difficulté qui est rencontrée, les problèmes de pièces, les problèmes de dénox qui vont venir. Donc c'est un problème qui est extrêmement complexe. Donc là encore, puisque donc, vous avez des agents EDF qui sont là, vous pourrez dire la collectivité est là et trouve des solutions quand il faut. Avez-vous fait une analyse du nombre du volume de déchets qui sera déposé, sachant que c'est à côté du supermarché et que les gens prendront la voie de facilité, du nombre de déplacements de camions entre Saint-Jean et Public, comptabiliser tout ça? Avez-vous une évaluation? Parce que pour avoir interrogé Fred, qui n'a pas, pour l'instant, ne peut pas mesurer ce qu'il en est, ce qui sera comme nuisance, comme empreinte carbone et tout ce qui va à côté. Alors que si vous avez un terrain à proximité à Public, il y a des discussions qui sont en cours, ou de terrains adjacents, cela ne nécessitera pas de roulement de camions intempestifs et permettra de pouvoir éliminer facilement les déchets. Deuxièmement, nous avons été hier en réunion de quartier. Ce qui revient, c'est le problème des poubelles et de tous les nuisibles qu'elle attire. Alors il faudra prévoir aussi un système pour éviter, parce que ça fera pas très fort d'avoir un certain nombre de nuisibles à côté d'un supermarché. Bon, ce sont des éléments. Moi, je vous propose de ne pas fermer la porte à toutes ces propositions et de voir ce qui est le plus pragmatique à voter ce soir. Un des problèmes que tu as en matière... Je pense que tout le monde est d'accord pour ouvrir la porte. Et juste pour précision quand même, parce que je pense que suite à tes questions, Fred m'a écrit tout à l'heure pour dire qu'il avait regardé et qu'il faut considérer à peu près 6 bennes par jour. Donc c'est pas un trafic colossal, sachant qu'en termes d'opportunité, il est quand même assez simple de se rendre à Public aujourd'hui pour jeter ses déchets. Je pense que les personnes ne vont pas se dire parce que c'est à Saint-Jean, on va y aller beaucoup plus. Je peux me tromper, mais je ne suis pas sûr qu'il y a un afflux énorme. Et évidemment, tout ça se fait avec des règles, si toutefois ça devait rester là-bas, mais effectivement, il y a d'autres discussions qui sont en cours et qui pourraient faire évoluer les choses. C'est l'évolution qu'avait fait d'ailleurs Paprec en matière justement d'emplacement potentiel donc sur Public. On avait fait le tour avec Chloé, il y avait des gens qui étaient prêts à mettre à disposition des terrains. Le problème que l'on rencontre, c'est effectivement la circulation routière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir juste une entrée et une sortie parce que vous avez une accumulation des véhicules qui fait que si on met sur Public, y compris du côté du cimetière, la circulation va être complètement bloquée. C'est pour ça qu'on avait évalué justement, à la demande d'ailleurs de Paprec, un autre site pour pouvoir non seulement avoir une surface suffisante pour les bennes, mais aussi avec suffisamment de recul, de circulation pour que ça puisse se faire dans les bonnes conditions. Hélène. Merci de me passer la parole. Ce matin, on a été avec David sur le site de Paprec justement pour voir si au niveau du terrain qui serait éventuellement possible d'acheter pour mettre la partie particulière de Paprec pour le temps de construire EDF, là, de remettre les moteurs EDF. C'est très compliqué de traverser aujourd'hui, enfin on l'a vu sur le site ce matin, je me suis rendue pour me rendre compte par moi-même si c'était possible, parce qu'à la base, j'étais absolument contre de mettre des poubelles à Saint-Jean. On vit sur une île touristique, on arrive en avion et la première chose qu'on voit, c'est des poubelles. En discutant avec les uns et les autres, et notamment aussi les propriétaires des commerces autour, oui, je suis d'accord avec toi, Micheline, c'est pas très glamour de mettre des poubelles à proximité de magasins d'alimentation.
Et je ne suis pas très favorable à ça. En revanche, j'ai discuté aussi avec Chloé aujourd'hui des services techniques. Il y a 2 parcelles à Saint-Jean, il y a la 558 et il y a la 669. La 669, elle peut être utilisée, puisqu'elle est constructible, pour mettre temporairement ce point de collecte. Ça ne sera pas donc, moi, ce que j'aimerais vraiment qu'il se passe, si on vote ce soir le fait de mettre temporairement les particuliers, les déchets des particuliers en tant que point de collecte là-bas, c'est de le mettre le plus loin possible des commerces, déjà d'une part, que Paprec nous garantisse que l'environnement, qui est des dératisations réguliers, ils nous l'ont garanti déjà pour le public. Ils nous ont, effectivement, le site est très propre, ce qu'on a vu ce matin. Oui, il y a 6 bennes par jour, ce qui correspond à environ, quand même, je le précise, à 120 passages de personnes sur site par jour. L'entrée de ce nouveau site, s'il était à Saint-Jean, se ferait par l'ancien U et pas par le U d'aujourd'hui. Ça, on l'a vu, c'est apparemment dans les projets qui seraient en cours au service technique. Donc, si ce soir je voterai pour, à condition que tout ce que je viens d'énumérer soit garanti par Paprec. Je ne sais pas sous quelles conditions Xavier peut le faire garantir par Paprec, mais voilà. Après, au-delà des garanties, ils ont juste des obligations. Hein. C'est un délégataire de la collectivité, de même qu'ils ont l'obligation de tenir leur site propre et géré sur public. Quel que soit le terrain, ils auront la même obligation pour tenir tout ça propre. Il n'y a pas de souci là-dessus. David. Oui, merci Monsieur le Président, bonsoir à tous. Tout à l'heure, nous avons parlé donc de métiers sous tension. Et c'est vrai, je pense que maintenant vous êtes tous au courant, EDF, on peut parler de situation en tension, donc pour toute l'île. C'est vrai qu'on cherche des solutions. Vous avez tous reçu une invitation pour demain, où EDF sera présent, va présenter un petit peu le projet. Donc tous les élus auront leur réponse. Maintenant, c'est vrai que ce soir, on doit voter on doit voter par rapport à cette délibération qui est importante aux yeux d'EDF. Et quand j'entends parler des 2 amendements, en fait, moi, ça m'intéresse vraiment parce que, tout simplement, on pourra proposer aussi, en attendant, à EDF 2 solutions. Donc, c'est important puisque quand ils vont venir nous présenter cet renouvellement des moteurs, qui est très très important pour l'île, je le rappelle. Il faut qu'on puisse enclencher la première avec le projet EDF. Et pour enclencher la première avec le projet EDF, nous avons ces 2 solutions avec ces amendements. Donc moi je trouve intéressant d'avoir les 2 amendements, donc de Bettina et de Micheline, si c'est possible bien sûr. Je précise, c'est pour ça que je proposais, alors en fait c'est pas un sous-amendement qu'il faudrait poser, mais un amendement en séance, mais de modifier également l'article 2 pour que tout puisse être compilé ensemble. Et même si je rappelle qu'on parle d'EDF, mais qu'on est aussi en train de gérer la situation d'un autre délégataire pour qui c'est pas forcément simple non plus, donc c'est pour ça qu'il faut aussi discuter avec eux et s'assurer que ce soit cohérent et fonctionnel pour eux. Donc après je sais pas, je vois qu'on a pas mal de personnes qui sont là, qui me semblent être rattaché à EDF. Je ne sais pas s'il y avait une inquiétude ou quelque chose que vous souhaitiez apporter aux élus, ou si c'est juste de s'assurer qu'il y a quelque chose qui est voté pour vous rassurer sur le fait que les travaux de l'usine pourront, on l'espère, avancer. Non, pas de particulier. Oui. Ok. Alexandra. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'entends tout à fait l'urgence sur l'énergie et le fait de devoir renouveler les moteurs. Je pense que personne aujourd'hui autour de cette table n'aimerait avoir à expliquer qu'on a des coupures, qu'on n'est plus capable de servir ni nos maisons, ni nos entreprises, ni les hôtels ou les villas ou quiconque sur le territoire. Maintenant, moi, j'ai quand même une inquiétude. On a des solutions sur public. On a des solutions, on le sait depuis 2022. Ce que je regrette, c'est qu'on a pris du retard sur acter des possibles solutions sur public et qu'aujourd'hui, on se retrouve à devoir
pour moi, sacrifier un de nos derniers terrains les plus stratégiques en termes d'aménagement du territoire, en termes de représentation. C'est quand même un terrain, quand on arrive à l'aéroport, c'est le premier qu'on voit. On se rend bien compte aujourd'hui des difficultés qu'on a avec les sargasses qui sont stockées à Saint-Jean, dont on n'arrive pas à se débarrasser. C'est pour ça que l'amendement de Micheline, pour moi, me semble plus cohérent. C'est-à-dire qu'on a, je ne vais pas mentionner les pourquoi du comment de l'option que Micheline propose aujourd'hui, je sais que vous le savez tous. Donc, pourquoi ne pas garder la zone industrielle comme elle l'est aujourd'hui sur public? Pourquoi aller sacrifier l'aménagement de notre territoire? Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Depuis, si je ne me trompe pas, depuis 2013, on est en négociation avec EDF pour justement acter ce changement de moteur. Donc aujourd'hui, on va mettre en place une zone, on peut l'appeler comme on veut, de dépôt de déchets qui n'est pas industriel, qui n'est pas ci, qui n'est pas ça. Mais en réalité, on va mettre en place une zone où il va y avoir des déchets qui vont être entreposés à cet endroit-là pour on ne sait combien de temps. Sur un de nos terrains les plus stratégiques, les terrains où on arrive directement sur Saint-Jean à l'aéroport, c'est là où on voit directement les ordures. Donc on peut l'habiller comme on veut, ça reste le fait qu'on est en train d'étendre une zone aujourd'hui qui n'a pas vocation à être ce type de zone. Alors qu'on sait qu'on a des possibilités et qu'aujourd'hui, ce que je déplore, c'est qu'il faut juste les lancer. Et je pense que si on s'assoit bien autour de cette table, on peut acter ces possibilités sur public. Et même si c'est difficile, même si j'entends qu'il peut y avoir des difficultés d'accès, je pense qu'il y a des solutions et qu'il faut plutôt garder la zone concentrée sur public plutôt que d'aller s'étendre sur Saint-Jean. Juste pour précision, à date, on n'a pas de solution. On pourra peut-être avoir des solutions dans le futur, mais aujourd'hui, on n'a pas, la collectivité n'est pas propriétaire de quoi que ce soit. Elle n'est pas propriétaire, mais il y a des négociations qui sont en cours et il suffit maintenant de l'acter. Donc à date, nous n'avons pas de solution. Non, mais depuis 2022, on avait les mêmes propositions sur la table. Est-ce qu'on peut être clair avec tout le monde sur ces propositions Non, non, pas publiquement. Non. Bon. Mais on pourra en discuter s'il y en a qui ne sont pas informés. Normalement, tous les trois groupes ont été informés parce que Micheline a pris le soin et d'ailleurs elle a fait un travail énorme sur cette partie avec EDF et les négociations qu'elle a commencées depuis un moment à travers des réunions avec les trois groupes aux côtés de David et de Fabrice. Donc les trois groupes sont au courant du sujet que je suis en train de mentionner. Je ne parle pas pour moi, je parle pour la population. Oui, mais malheureusement non. Tant qu'il n'y a pas d'acquisition ou d'offre sur la table, on ne peut pas en discuter. Je pense même qu'on en a déjà beaucoup dit sur une négociation. J'aurais aimé juste que tu reprennes, Président, ce que tu souhaites inscrire, modifier dans ton... Je laisse juste la parole à Marie-Angèle qui va intervenir et on voit ça après. Outre les problèmes d'accès dont parlait Hélène, je pense qu'il y aura aussi des nuisances sonores pour les habitants qui sont juste à côté. Donc il faut aussi faire attention à cela. Donc l'idée, alors il faut juste que je reprenne le texte exact de la délibération. Tac, il est ici. Donc ça serait de laisser l'amendement de Bettina et en fait de ne pas sous-amender, mais de prendre l'article 2, donc de le laisser en l'état et simplement de rajouter à la fin ou tout autre terrain qui serait disponible dans le parc foncier de la collectivité pour ces délocalisations. Non, c'est sur la délibération. En fait, l'amendement de Bettina intervient sur l'article 1. Non. Article 1, non, Micheline. L'amendement de Bettina est sur l'article 1. Donc la modification que je dois apporter, elle est sur l'article 2. Donc ça sera un amendement déposé en séance et donc qui garderait le texte qui est écrit sur la délibération et simplement qui le préciserait en rajoutant à la fin ou tout autre terrain appartenant à la collectivité qui serait disponible pour recevoir cette décharge, cette déchetterie. Dans ce cas-là, autant laisser juste ou tout autre terrain. Et non, parce que justement, le problème, c'est qu'EDF a besoin de visibilité et de s'assurer qu'il y a à minima quelque chose. Alors, dans libre à nous de le changer. Sur un terrain public. Oui, mais on n'a pas de terrain. Quel terrain public on peut leur mettre dans la délibération? Aucun. Mais justement, aujourd'hui, on ne met pas de parcelle. Sauf que c'est ce que je te dis. EDF aujourd'hui a besoin qu'on flèche quelque part pour avancer. Oui, mais là, on est en train de flécher ce qu'on met à disposition sur cette délibération. C'est pas à EDF, c'est à Paprec. Aujourd'hui, on est en train de proposer à Paprec une solution pour délocaliser une partie de leur filière. Non, mais c'est pour ça qu'il faut que la chose soit complètement cohérente. Non, alors sur ce coup-là, oui, je rejoins le président. C'est vrai que
il faut rajouter, donc, transférer la déchetterie soit à Saint-Jean, soit, donc ça veut dire qu'on garde l'article 1er et on abroge aussi la délibération du Conseil, où l'article... Non, on prend l'amendement de Bettina. L'amendement de Bettina en article 1er et en article 2, on ajoute... ou tout autre terrain alors moi, disponible pour la comme collectivité. l'amendement de Bettina prévoit déjà ponctuellement Paprec, à ce moment-là, l'article 2, on pourrait le mettre, on pourrait simplement faire un copier-coller. Alors, non, parce qu'en fait, l'article 1, il se réfère à la délibération précédente. Donc, il n'y a pas de raison qu'on rajoute ça dans la délibération qui n'a rien à voir au final. La délibération d'origine, c'est la délibération qui flèche le terrain de Saint-Jean pour l'hôpital. Donc, l'amendement de Bettina permet de dire ça reste fléché pour l'hôpital, mais nous permettons de libérer quelque chose. Donc, dans cette délibération-là, on ne peut pas préciser de dire qu'on va mettre une déchetterie ailleurs. Ça n'a pas de lien avec la première délib. C'est Mais pour ça qu'il faut modifier le deuxième. je me permets quand même de faire remarquer pourquoi on laisserait une partie qui dit que c'est fléché pour l'hôpital alors qu'on sait très bien que l'hôpital ne va pas aller à Saint-Jean. Peu importe, après ça ne change rien. Change rien pour EDF. Oui, mais pourquoi le laisser? C'est une proposition d'un groupe. Parce que je voulais dire, je me disais que comme l'amendement de Bettina en article 1 prévoit déjà de réserver une partie pour Paprec, c'est ce qui est mentionné dans l'article 1. Donc, qui prévoit déjà, donc l'article 2 de transférer la déchetterie actuellement sur la parcelle, ça revient strictement au même, enfin, à mon sens. Donc, il faudrait simplement mettre dans l'article 1, on prend l'article de Bettina, et dans l'article 2, on mettrait ou de transférer sur une autre parcelle. Ce que tu voulais ajouter, Xavier, tu peux l'ajouter en article 2 sans reprendre ce qui a été repris en article 2. C'est ce qu'il dit, c'est exactement ce qu'on dit depuis le début. L'article 2 qui est modifié en rajoutant simplement la possibilité d'avoir un autre terrain, le cas échéant. Non, mais ce qu'elle dit, c'est comme l'article 1 mentionne déjà la déchetterie, c'est pas la peine de le reprendre dans le 2. Mais on arrive au même résultat au final. C'est juste une question de redondance. Par contre, je suis désolée, je suis quand même obligée de revenir sur le fait que les élus vont voter sur une délibération qui dit qu'il y a un terrain qui est fléché pour l'hôpital, alors qu'on sait bien que l'hôpital va à Gustavia. Donc j'aimerais quand même comprendre la cohérence dans tout ça. Tu lis le rapport, tu auras le détail. J'ai lu le rapport, mais je veux dire, ça ne s'explique pas. Ça, c'est un rapport parce que vous l'avez décidé. Mais aujourd'hui, on sait que le fait est que l'hôpital sera construit. C'est un argumentaire. C'est aujourd'hui ce qui permet de garder toutes les possibilités ouvertes. Donc, c'est-à-dire que les élus qui vont voter cette délibération vont dire on est d'accord avec possiblement l'installation de l'hôpital à Saint-Jean. Ce n'est pas encore décidé. Possibilité. Pourquoi compliquer les choses alors que ça peut être très simple? Les choses ne sont pas compliquées, vous faites de la forme. Vous compliquez trop les choses là. Vous êtes en train de faire de la forme parce que vous ne voulez pas admettre que l'hôpital sera à Gustavia. Il ne me semble pas qu'on ait voté en CT l'emplacement de l'hôpital pour l'instant. Donc c'est bien ça, j'en reviens. Mais l'hôpital a déjà son emplacement. Ce n'est pas le sujet. C'est pas le juste sujet garder du jour. les possibilités. C'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, de toute manière, il n'y a pas de projet qui soit fléché ou que ce soit à Saint-Jean, donc il n'y a pas d'urgence à lever cette délibération. Et après, voilà, ça rassure certains élus, c'est très bien comme ça, on verra en temps et en heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, du coup, on commence par voter l'amendement de Bettina. Le vote est ouvert. Bien. Adopté avec 16 voix pour et 1 voix contre. Et un ne prend pas part au vote. Du coup, donc je vous propose de voter l'amendement en séance du coup pour que les choses soient claires avant de retirer éventuellement l'amendement de Micheline. Donc un amendement déposé en séance qui remplacerait l'article 2
en mettant de laisser la possibilité à la collectivité de flécher la déchetterie vers tout autre terrain dont elle ferait l'acquisition ou qui serait disponible afin d'y placer toujours cette déchetterie. Donc, sur cet amendement, ceux qui sont... Enfin, vous pouvez voter. Voilà, donc avec 17 voix pour et un ne prend pas part au vote, adopté à l'unanimité. Du coup, Micheline, je ne pensais pas la peine de Et voter. voilà, mes amendements tombent, donc ce n'est pas la peine de les voter. Ok, parfait. Il faut quand même voter le point ainsi amendé. Ça reste l'essentiel. Le vote est ouvert. Avec 16 voix pour, un contre et un ne prend pas part au vote. Le point est donc adopté à la majorité. Le point suivant, le numéro 8, concerne l'approbation des tarifs de redevance relatifs à l'occupation du domaine public maritime pour l'année 2026. Donc nous devons revoir ces tarifs annuellement. Et donc la Commission des affaires économiques a proposé et a travaillé et propose de maintenir les tarifs de 2025 pour l'année 2026. Mélissa, si tu veux en dire un peu plus. Merci. Oui, effectivement, la Commission s'est réunie le 19 août dernier et a rendu un avis favorable pour le maintien de la tarification des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime et plus particulièrement l'occupation privative, enfin pas l'occupation des plages. Donc voilà, en fait, en complément de cette validation, il est prévu de rappeler aux bénéficiaires leurs obligations réglementaires. Les courriers ont été envoyés le 9 septembre dernier, d'assurer des contrôles adaptés pour veiller au respect des règles et de mettre en place un groupe de travail afin de poursuivre la réflexion sur l'application, si nécessaire, et l'évolution de la réglementation. Donc l'utilisation de nos plages n'est pas un droit automatique, mais une autorisation conditionnée au respect de la réglementation et la préservation de notre littoral. Donc je vous invite à approuver cette proposition. Merci Mélissa. Jonas, je crois que tu avais un amendement sur le sujet. Oui, merci Monsieur le Président. En fait, mon amendement est très simple. En fait, le but, c'est d'aligner la tarification prévue pour les restaurateurs avec... prévu pour les hôteliers avec les restaurateurs, donc passer à 300 € le mètre carré pour les hôteliers. C'est une question d'équité entre les différents établissements. Je ne sais pas si vous avez des questions commentaires, parce qu'il y a, en fait, il y a aussi une non-équité, c'est que le nombre de places pour un restaurant ou pour un hôtel n'est pas les mêmes. Donc c'est aussi pour ça qu'il y avait une différence. Après, j'avoue que personnellement, je trouve que c'est un petit peu juste, parce que du coup, personne n'a été sollicité au niveau des professionnels. Donc je ne suis pas très favorable à ce qu'on le change comme ça en séance, mais je vous laisse débattre. Je veux juste préciser que pendant la commission économiste, où on a discuté de ce sujet, donc la commission a émis un avis favorable à la majorité. Je précise que je n'étais pas d'accord à ce moment-là. Oui, bien sûr, c'est à la majorité, comme toujours. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ou commentaires ? Alors, je vous propose de passer d'abord au vote de l'amendement, du coup. L'amendement est rejeté, 8 pour, 10 contre.
et donc de passer au vote du texte et de la délibération dans sa globalité. Adopté avec 10 voix pour et 8 voix contre. Le point suivant, le numéro 9, concerne l'approbation et autorisation au président à signer une convention de résiliation amiable anticipée et un bail à loyer pour un local de stockage. Donc en fait, tout simplement, la collectivité loue sur l'Orient un local de stockage pour les services techniques. Et donc, il y a une opportunité de changer de local en restant sur le même propriétaire. Donc simplement, voilà, il faut finaliser de manière anticipée le bail qui était en cours et valider la mise en place du nouveau bail, sachant que l'avis de France Domaine vous a été transmis et que donc, bon, je ne vais pas revenir sur le besoin de stockage, parce que même si la collectivité a quelques bâtiments, les besoins sont nombreux et donc ça permet de centraliser, même si les services techniques ont encore beaucoup de matériel qui est dispersé un petit peu partout sur l'île et qu'il faudra aussi réfléchir à une solution pérenne. Mais en attendant, voilà, ça permet d'avoir un lieu de travail correct. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Alors s'il n'y en a pas, c'est bon. Je vous propose de passer au vote. Le point est adopté à l'unanimité. Et donc, le dernier point à l'ordre du jour concerne l'approbation et l'autorisation au président à signer un avenant à la convention de gestion et de mise à disposition de logements au profit du centre hospitalier Irénée de Bruine. Donc là aussi, bon, c'est une convention qui nécessitera certainement un petit peu plus de toilettage et qui nécessiterait un petit peu plus de temps. Néanmoins, dans l'urgence et compte tenu des besoins, c'est vrai que la collectivité, nous étions engagés de manière informelle, mais à dire que dès lors que nous ferions les acquisitions immobilières, nous essayerions de répartir un petit peu entre les besoins de la collectivité, ceux de l'hôpital et ceux de l'éducation. Et donc c'est en ce sens, compte tenu des biens qui ont pu être rentrés par la collectivité, qu'il est proposé de rajouter 2 logements pour l'hôpital, un T3 qui se situe à Petit Cul-de-Sac et un T3 qui se situe à Vité et un T2 qui se situe à Petit Cul-de-Sac. Donc voilà, c'est juste pour pouvoir répondre aux demandes, sachant que au niveau de l'hôpital, les demandes aussi s'accélèrent un petit peu. Donc voilà, si ça peut donner une bouffée d'oxygène, on va dire, et apporter quelques solutions aussi sur le monde hospitalier, ça sera une bonne chose. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Maxime? Oui, en regardant le dossier, bon, comme tu sais, j'ai soulevé un certain nombre de problèmes dans la convention. Le plus important est que cette convention est postérieure au vote du règlement fixant les conditions de proposition. Donc c'est-à-dire qu'elle n'est même pas cohérente par rapport à notre propre règlement. Donc il faut qu'on revoie effectivement un certain nombre d'articles qui tiennent compte de la réalité, à savoir qu'il n'est pas question qu'il puisse y avoir des logements qui soient totalement gratuits. Et surtout, quelque chose qui m'a choqué, c'est qu'à l'heure actuelle, on donne 20% des loyers à l'hôpital pour gérer les appartements que l'on confie. Donc là aussi, pour moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on reprenne rapidement, mais je crois que c'est prévu au prochain... Ça sera effectivement travaillé rapidement. Là, c'est vraiment sur on va dire pour répondre à l'urgence aussi au niveau de l'hôpital et compte tenu des opportunités que la collectivité avait pour essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Alors, je vous propose de passer au vote. Avec 18 voix pour, le point est adopté à l'unanimité. C'était donc le dernier point pour ce soir. Bettina? Oui, merci de me donner la parole. Je profite pour indiquer à la population que ce week-end se tiendront les Journées européennes du patrimoine.
que vous êtes tous et toutes invités à venir célébrer le patrimoine de Saint-Barth samedi après-midi devant le Wall House, où se dérouleront des concours de galettes et de tresses, un défilé en tenue traditionnelle, le tout accompagné par une animation musicale traditionnelle. Le vernissage de l'exposition dédiée au patrimoine bâti de Saint-Barth aura lieu à 18h et la soirée se poursuivra en musique avec 2 groupes locaux. Et enfin, le dimanche matin, une visite guidée de Gustavia sera proposée à partir de 8h30. Donc vous pouvez toujours vous inscrire au concours de galettes et de tresses, donc ne soyez pas timides. Et nous vous attendons nombreux pour célébrer notre patrimoine. Merci et bonne soirée. Je vous confirme que j'ai vu les trophées qui sont prévus, qui sont très jolis, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et dès demain, d'ailleurs, je crois que la collectivité est encore un petit peu plus ouverte que d'habitude pour ces visites, donc vous êtes les bienvenus. Merci et bonne soirée à tous.